On nous pose souvent la question à savoir si la bourse est surévaluée ou sous-évaluée. D'ailleurs, cette question-là, on nous la pose un peu plus fréquemment depuis que la COVID-19, la pandémie, a touché, disons, son pic. C'est une question que les gens nous posent puisque la bourse a eu tendance à bien faire après le mois d'avril, disons. Là, la relance a bien été depuis la pandémie. C'est toujours une question qui est difficile à répondre. Nous, on voit des éléments positifs chez Médici, puis on voit des éléments négatifs. Donc, c'est pour ça qu'on prend la très connue image du verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut vraiment le voir de deux aspects. Puis, on va prendre le temps de regarder les deux aspects ensemble aujourd'hui. Donc, le premier aspect, c'est le verre à moitié vide, c'est la bourse est trop chère. Je pense qu'il y a deux facteurs qu'on peut observer de plus près pour arriver à dire que c'est très cher. Le premier, évidemment, c'est la COVID-19. Donc, on le sait, la COVID, elle a un impact ponctuel. Il y a eu un confinement, les activités ont été stoppées volontairement par les gouvernements. Mais ce qui arrive quand même, c'est qu'il y a eu des pertes d'emplois. Vous avez vu des faillites, par exemple, au niveau des entreprises de restauration, les magasins, les commerces au détail, les centres d'achat ont été fermés. Donc, veut pas, quand la machine repart, c'est pas clair à savoir si on va revenir rapidement au quasi plein emploi qu'on avait avant la crise ou si justement il va demeurer un certain chômage. Présentement, le taux de chômage est plus élevé. Donc, si la reprise est plus lente, ça pourrait effectivement, dans le fond, faire en sorte que les bénéfices des entreprises soient moins élevés que ce que les investisseurs anticipent présentement. Et donc, si ça arrivait, on pourrait dire, bon, mais la bourse, finalement, était chère. Le deuxième aspect qui n'est peut-être pas discuté autant, mais il faut prévoir que dans les prochains mois, ça va être discuté davantage. C'est l'élection éventuelle de Joe Biden à la présidence américaine. Bon, on sait, il y a des élections qui s'en viennent, Donald Trump et Joe Biden. Monsieur Biden, ce qu'il propose au niveau de la taxation des entreprises, c'est de hausser le taux fédéral d'imposition de 21 hein. On le sait, il avait été baissé par Donald Trump de 35 à 21 durant son mandat. Donc, lui, il prend le niveau de 21 puis il remonte ça à peu près à moitié parcours, donc à 28 Qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que s'il est élu et si effectivement il remplit sa promesse qu'il fait présentement, les bénéfices des entreprises américaines, donc on parle d'une entreprise dont 100% des revenus et des activités sont aux États-Unis, vont chuter d'à peu près 9% sur la hausse du taux d'impôt. Donc on parle évidemment des bénéfices après impôt. Ce facteur-là pourrait faire en sorte de nuire aussi justement aux bénéfices des entreprises et par ricochet nuire à la vigueur de la reprise économique en même temps que la COVID. Donc, c'est deux aspects qu'il faut garder en tête, surtout lorsque, par exemple, nous, chez Médici, on évalue souvent des entreprises dont les activités sont entièrement américaines. Donc, il faut tenir compte que, oui, c'est vrai, ça se peut que le taux d'imposition augmente dans 1 an ou 2 ans. Si on passe du côté du verre à moitié plein, donc l'aspect plus positif, vraiment, le gros argument, c'est au niveau des taux d'intérêt. Je veux dire, le coût d'opportunité, si vous n'investissez pas dans les actions, la pénalité que vous encourez de ne pas investir dans les actions, qui offrent quand même un certain rendement, elle est très élevée parce que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Et on vous a donné des exemples ici. Le rendement à maturité d'une obligation américaine à échéant dans 10 ans, c'est 0,6 Et là, n'oubliez pas, quand vous achetez une obligation, vous avez souvent des frais à payer, des frais de transaction, vous avez l'inflation, je veux dire, à chaque année, il y a 1 ou 2 d'inflation. Donc, vous ne protégez même pas votre pouvoir d'achat avec l'inflation, les frais. Puis, les minces gains que vous faites sont imposés, donc vous devez payer l'impôt en plus. Donc, essentiellement, c'est une garantie d'appauvrissement si vous achetez une obligation. Et là, on peut se dire, bon, mais c'est des obligations américaines, mais c'est la même chose au Canada. Le rendement à maturité d'une obligation 10 ans est à peu près la même chose, là, à 0,55 Si on le met en termes de ratio court-bénéfice,
Tu sais, des fois, on dit que les actions sont chères lorsqu'elles sont à 20 fois les bénéfices. Bien, le ratio cours-bénéfice d'une telle obligation est de 167 fois les bénéfices. Et là, ce n'est pas des bénéfices qui risquent de croître. Ce sont des bénéfices qui sont stables, qui vont connaître aucune croissance. Donc, vraiment, c'est difficile de justifier des investissements à long terme dans les titres à revenus fixes. Évidemment, si vous avez des besoins financiers à court terme, utiliser des revenus fixes, c'est une bonne chose, mais à long terme, franchement, la pénalité à encourir est sévère. Et on peut se dire, bon, bien, les taux d'intérêt vont remonter, c'est juste un événement ponctuel, c'est à cause de la pandémie, mais partout dans le monde, ils sont très bas. Vous regardez par exemple en Europe, l'Allemagne, la Suisse, une obligation de 10 ans rapporte moins 0,5 et avec les déficits importants que les gouvernements ont faits spécialement pour lutter contre la pandémie, il est quand même improbable qu'à court terme, on ait une hausse importante des taux d'intérêt parce que justement, cette dette-là va devoir être remboursée et si les taux devaient augmenter, bien, ça peut nuire à la capacité aux différents gouvernements dans le monde à servir leurs dettes. Et d'ailleurs, nous, chez Médici, on assiste annuellement à l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, qui est l'entreprise qui est dirigée par Warren Buffett. Puis, il a dit il y a essentiellement un peu plus d'un an, que la bourse est ridiculement peu chère si les taux d'intérêt demeurent au niveau actuel. Et prenez note qu'à ce moment-là, une obligation de 10 ans, donc c'était avant la pandémie lorsqu'il a dit ça, une obligation de 10 ans à ce moment-là rapportait 2,5 %. Alors aujourd'hui, on est dans un scénario où les taux sont encore plus faibles, puis les multiples, je veux dire, la bourse américaine s'échange à peu près 21 ou 22 fois les bénéfices. Si vous prenez la mathématique, disons, de la prime de risque, donc sans trop entrer dans le détail, c'est une comparaison entre les taux d'intérêt du marché des revenus fixes et les multiples de la bourse. Donc, normalement, il y a un écart naturel qui se crée entre le rendement qu'on peut espérer des deux. Et cet écart-là, pour qu'il soit le même que l'écart historique, il faudrait que la bourse soit environ à 30, voire même 40 fois les bénéfices, alors qu'on est seulement à 21 ou 22 fois les bénéfices. Donc, oui, le verre est à moitié plein. Il y a beaucoup d'arguments pour dire que la bourse est peut-être finalement pas assez chère. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nous, chez Médici, bon, on a des clients, on a des portefeuilles à gérer. Nos clients nous confient de l'épargne. Nous, on n'a jamais eu une vue de marché. Je veux dire, oui, le marché peut être cher, oui, le marché peut être pas cher. Ce qui est important pour nous, c'est les 50 ou 60 entreprises qu'on suit à chaque trimestre, qu'on suit pas à chaque nouvelle. Ces entreprises-là ont-elles des bonnes perspectives? Est-ce qu'elles s'échangent à des prix raisonnables? Est-ce qu'elles ont des avantages concurrentiels durables? Est-ce qu'elles génèrent un bon rendement sur le capital qu'elles ont investi? C'est ces aspects-là qui nous intéressent plus que le marché dans l'ensemble. Je veux dire, oui, ça va arriver des fois où on va trouver moins d'opportunités. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on ne sera pas capable de déployer l'encaisse, le capital dans les comptes de nos clients. Puis en même temps, il peut arriver des fois que le marché n'est pas cher, mais nous, de notre côté, on ne trouve pas tant d'idées d'investisseurs. Puis il faut dire aussi qu'en ce moment, le marché, il y a comme un marché à deux vitesses. Il y a plusieurs sociétés qui sont très fortement évaluées, ou qui semblent du moins très fortement évaluées, puis il y a d'autres sociétés ou d'autres secteurs qui sont très faiblement évalués. C'est le cas, par exemple, des sociétés financières où les multiples sont franchement très faibles présentement et où, par exemple, les banques américaines et probablement les banques canadiennes aussi ont pris beaucoup de réserves en vue de la pandémie, en vue de lutter contre le chômage plus élevé qui va arriver au cours des prochains trimestres. Il y a d'autres entreprises, par exemple des sociétés qui sont plus technologiques, qui semblent chères. Ces sociétés-là font des dépenses qui sont discrétionnaires et diminuent volontairement leurs bénéfices pour justement aller chercher une meilleure croissance. Alors oui, ces entreprises-là, elles semblent chères, mais des fois, quand on regarde un peu sous la surface, puis on prend le temps de les étudier, on se rend compte qu'elles ne sont pas si chères que ça. Alors, le diable est dans les détails, puis c'est pour ça qu'un gestionnaire actif qui prend le temps d'évaluer les opportunités, malgré que le marché est cher ou peu cher, il va trouver généralement des idées d'investissement.
Alors, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions d'investissement, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Vous avez nos coordonnées juste ici, simplement nous contacter. Alors, mon nom est Pierre-Olivier Langevin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Médici. Merci.